merci à toutes et tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire, ce troisième webinaire des 48 heures de l'achat responsable, dernier de cette première journée de conférence. Donc voilà, pour rappel, hein, les 48 heures de l'achat responsable, donc un événement 100% digital qui a vocation donc à faire la promotion des activités des structures de l'ESS autour de différentes thématiques. Et donc pour ce webinaire, nous parlerons de numérique inclusif de manière très large, c'est-à-dire qu'on va aborder à la fois les questions de, voilà, d'inclusivité dans le numérique, des pratiques numériques responsables, durables, d'éco-conception, de formation, mais aussi de financement. Et pour aborder tous ces sujets, donc, nous avons plusieurs intervenants. Nous avons tout d'abord voilà, Agathe Delanglay, qui est coordinatrice de Label Touche. Label Touche, donc une agence qui appartient on va dire à Label Emmaüs. Nous avons également Guillaume Richebras, qui est directeur de projet chez Saint-Bon Prod. Et puis Julien Nora, donc associé d'Atom. Et enfin, nous aurons voilà, un témoignage de Monsieur Favier, donc, qui est gérant de l'entreprise adaptée 1G4, qui est basée à Metz et qui, vous le verrez, a une innovation en matière de SS et de numérique. Donc voilà, sans plus attendre, comme nous avons un petit peu de retard, je vous propose de présenter rapidement voilà, les quatre grandes parties, on va dire, de ce temps d'échange, de ce webinaire. Tout d'abord, voilà, qu'est-ce que l'achat responsable en ligne? Donc, on est bien là aujourd'hui pour parler d'achat responsable et de numérique dans ce webinaire. Et enfin, qu'est-ce que veut dire le numérique responsable? Donc, autour des prises de conscience et de la mise en pratique de ces prises de conscience. Puis voilà, la question d'inclusivité avec, vous le verrez, des modèles innovants. Et enfin, les questions de financement. Alors, je donne tout de suite la parole à Mathilde Rénal, qui est la chargée de développement de Label Emmaüs et qui va nous parler justement de cette marketplace solidaire qui est en lien avec Label Touche, dont moi je reviendrai dessus à la fin de la présentation. Ouais, merci Agathe. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je m'appelle Mathilde et je vais vous présenter ce que c'est la place de marché solidaire Label Emmaüs. Tout d'abord, je voulais juste présenter le modèle coopératif. Donc, Label Emmaüs, c'est une entreprise fiscalisée à but social, mais constituée sous forme de coopérative. Ça veut dire que toutes les personnes qui participent au projet ont pris des parts sociales et sont des parties prenantes à la gouvernance. Aujourd'hui, on a plus de 1000 sociétaires donc, qui soutiennent le projet et ces 1000 personnes ont tous et toutes une voix dans la gouvernance. La prise de part, évidemment, donc, vient avec des droits, à la fois le vote en assemblée générale, mais aussi la possibilité d'être éligible aux instances de gouvernance. Donc, toutes les structures qui rejoignent le projet sont validées par un comité éthique qui est donc constitué par différentes personnes qui ont été élues dans l'ensemble de ces collèges de vote. Aujourd'hui, donc juste pour info rapide, on accompagne plus de 162 structures partout en France. On a même quelques structures en Belgique. Donc, c'est un projet qui a une volonté nationale et on est présent sur tout le territoire. Alors, juste pour rappel, un achat responsable, vu que c'est le sujet de notre présentation aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? En premier lieu, acheter de la seconde main. On participe au réemploi via l'achat de la seconde main. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples. Il y a des choses un peu insolites sur la Belle Emmaüs. Donc, si vous voulez, vous pouvez acheter un téléphone cheeseburger en plastique. Ça, c'est vendu. En tout cas, voilà, quelques exemples d'articles les plus vendus. L'achat responsable, la seconde main, c'est aussi acheter responsable, c'est aussi favoriser l'insertion. Donc, à la Belle Emmaüs, nous, on s'engage beaucoup pour l'insertion. Je pense qu'Agathe reviendra dessus. Nous, dans les 162 structures que vous avez vues juste avant, ce sont principalement des structures d'insertion. Et via la vente en ligne, on forme des personnes d'insertion au métier du e-commerce. Et par la suite, on essaie de faire en sorte qu'elles aient une sortie positive dans le monde du travail plus classique. Donc, l'achat responsable, c'est la seconde main, l'insertion. Et du coup, en conclusion, acheter sur une marketplace qui a du sens, entre autres comme la Belle Emmaüs. Je vous ai mis quelques chiffres pour vous présenter ce qu'on a réussi à atteindre en termes d'impact à la Belle Emmaüs. Donc, environnementalement, évidemment, on a réussi à réemployer presque 1700 000 objets de seconde main. Et aujourd'hui, l'année prochaine, notre objectif, c'est de pouvoir réussir à former 500 personnes au métier du e-commerce, donc via la place de marché, mais aussi l'école et les autres projets qu'on soutient à la Belle Emmaüs.
Donc, la mission de Label Emmaüs, lutter contre la fracture numérique via la formation. Notre mission, du coup, c'est de former des personnes en situation d'exclusion au métier du e-commerce. Ça, je pense que c'est plutôt clair après tout ce que j'ai dit. Du coup, la marketplace, c'est un moyen de défendre une alternative solidaire en ligne, mais aussi en complémentarité avec les boutiques physiques. Nous, ce qu'on souhaite à Label Emmaüs, c'est pas du tout remplacer les boutiques physiques, c'est vraiment proposer une démarche d'achat solidaire en ligne qui vient alimenter aussi le trafic en boutique physique et inversement. Voilà, donc normalement sur la slide suivante, j'ai présenté les éléments qui ont conduit à la jeunesse de la place des marchés solidaires. Donc en premier lieu, le fait qu'on s'est dit qu'on était vraiment dans un monde où il y avait beaucoup de choses qui passaient par Internet. Donc c'était dommage pour les structures responsables de ne pas être présentes sur Internet. Et puis je sais que beaucoup de structures qu'on accompagne ont des sites propres, personnels, où elles font parfois de la vente en ligne, mais c'est beaucoup plus dur à développer et à maintenir financièrement, mais aussi voilà, en termes de temps. Et pour avoir un référencement sur Internet, quand on a un petit site, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que nous, on a décidé de mutualiser tout ça sur une place de marché commune. Donc, comme ça, on peut faire en sorte que notre équipe de communication bénéficie à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Et du coup, voilà, la communauté est quand même beaucoup plus vaste que si on était une seule structure. Bien évidemment, voilà, on est dans une démarche de contre-modèle par rapport aux plateformes que je ne citerai pas aujourd'hui, mais que vous connaissez bien sûr, mais qui ne défendent absolument pas les valeurs que nous, on défend. Et puis, je l'ai déjà dit, mais voilà, la place de marché Label Emmaüs, c'est aussi et surtout un outil de formation au métier du e-commerce pour des personnes éloignées de l'emploi. Voilà, donc comment ça marche une place de marché? Rapidement, c'est vraiment le concept d'intermédiaire entre les clients, les clientes et les boutiques solidaires. Voilà, nous, on est dans une posture de conseil et d'accompagnement pour des structures qui sont indépendantes et qui font leurs propres choix en termes de prix, de sélection d'objets, etc. Mais bien sûr, voilà, on accompagne ces structures et on est dans une démarche de mutualisation et d'aide sur les différents points de l'activité. Voilà, je voulais juste insister sur un point quand même, la vente en ligne. Parfois, on a un peu tendance à l'oublier, mais c'est un vrai métier qui nécessite des compétences assez vastes et variées et une certaine polyvalence. Nous, à la Belle Emmaüs, on forme à tous ces différents aspects du métier, mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même du temps à investir derrière et beaucoup de compétences à maîtriser. Du coup, je voulais juste vous donner quelques chiffres sur la place de marché La Belle Emmaüs. Je trouve qu'il y a un chiffre quand même très intéressant, c'est que nous, on a constaté que 33% des clients et des clientes qui avaient acheté sur Label Emmaüs n'étaient auparavant jamais allés dans une boutique de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est vraiment une nouvelle clientèle qui est très intéressée par l'achat responsable, l'éthique, la seconde main, le réemploi. Et aujourd'hui, du coup, sur le site, on a un catalogue qui commence à être assez vaste, donc un peu plus d'1,5 million d'objets. C'est aussi grâce à ça qu'on est bien référencé sur Internet. Plus le catalogue est vaste, plus naturellement le site va remonter dans les résultats de recherche. Voilà, en moyenne, 500 000 objets environ se sont vendus depuis le lancement du site. Environ 70% des articles mis en vente ont été vendus. Aujourd'hui, le panier moyen sur Label Emmaüs, c'est 37 € et on a environ 500 000 visites d'utilisateurs par mois. Voilà, j'ai essayé de faire bref. Il y a plein de choses à dire encore sur Label Emmaüs, mais je ne vais pas prendre trop de temps. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les communiquer. Je vais laisser les personnes suivantes prendre la parole. Merci pour votre attention. Yes, trop cool. Merci Mathilde pour cette introduction, cet exemple. Du coup, la deuxième partie, l'idée, c'est de prendre un petit peu de recul sur qu'est-ce que le numérique responsable. Alors oui, excusez-moi, je ne me suis pas présenté, c'est Julien qui parle, Julien, Société Atome, au sein mentor associé au sein d'une structure qui accompagne justement les projets à impact sur tout ce qui est numérique et principalement web. Et donc, je fais de la sensibilisation aussi sur tout ce qui est le numérique responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ce qu'on va faire ensemble ici. Et je vous propose de le faire en mode quiz. Je vais vous poser quelques questions pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire aussi le numérique responsable. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vous montrerai
je vous montrerai un petit peu qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on veut créer un produit ou un service numérique avec la dimension d'éco-conception. Alors, du coup, on va se réveiller un petit peu. On n'est pas très, très nombreux. Je compte sur votre participation dans le chat pour pouvoir répondre à ces prochaines questions. Il y a 4 questions ensemble sur le quiz. La première question, c'est quelle est la proportion des émissions de gaz à effet de serre émises par le numérique? Est-ce que vous le savez? Alors, on a des réponses 3,8, 4%. On a d'autres réponses qui vont arriver sur les participants. 8, 8%. On n'est pas loin, en effet. Il y a une bonne réponse. C'est 4% la réponse à cette question. Alors, il y en a qui disent 3,8, d'autres 4. On est presque à 4, je pense, d'émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par le numérique. On peut afficher la réponse à la slide suivante. Je crois que je marque que c'est plus que l'aviation civile. Et donc, ce qui est important à voir, mais on va le voir dans peut-être les questions suivantes, c'est que le plus grand impact vient aussi de la phase de fabrication des équipements du numérique. Alors, c'est 4% aujourd'hui, mais ça a une croissance exponentielle et donc on va rapidement arriver à plus de 10% d'ici 2030 et dépasser la filière bovine. Pour vous donner un peu les chiffres qui sont assez impressionnants. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième question? La deuxième question, c'est combien en pourcentage, encore une fois, représente le numérique dans la production d'électricité au niveau mondial? Allez, on a de nouveau 8%. Pas mal, 8%. Quelqu'un dit mieux? Mieux, d'accord. Merci pour la blague, Thomas. Là, 10%, Agathe nous dit 10%, mais Agathe, elle triche parce que je pense qu'elle a vu la réponse. Et la réponse, en effet, c'est 10%. 10% la production d'électricité du monde est mobilisée par le numérique. C'est quand même assez important. On va voir si c'est bon sur la troisième question. Combien d'équipements en chiffres, pour le coup, en nombre, sont utilisés dans le monde? Alors oui, dans l'ordre de grandeur, on va être dans les milliards déjà. Donc, est-ce qu'on peut essayer de deviner combien de milliards du coup? Un milliard vous aide un petit peu. 14, nous dit Guillaume. 50, Stéphanie. Eh bien, on est entre les deux. On est entre 14 et 50. Dans la réponse, c'est 34 milliards d'équipements numériques qui sont actuellement en service dans le monde. Donc, en effet, on est sur des milliards, on est sur 34 milliards, donc c'est énorme. La quatrième question, c'est combien de matériaux compose un smartphone de 5,5 pouces. Pour créer un équipement numérique, on a besoin d'aller chercher de la matière. Je vous en dirai plus dans la réponse. Et donc, l'idée, c'est de me dire combien à peu près on a besoin de matériaux pour créer un smartphone de 5,5 pouces qui pèse 200 grammes, hein, par exemple. Vous avez une idée? Une cinquantaine de matériaux. On est pas mal, en effet. 60, 70, ça monte plus, nous dit Sephora. Sephora, elle est pas mal du tout, la réponse. La réponse, c'est plus de 70, en effet. Plus de 70 matériaux sont nécessaires pour la fabrication. Ça représente plus de 200 kilos de ressources pour faire un téléphone de 200 grammes et qui sont composés parmi ces 70 matériaux nécessaires à la fabrication. Et en fait, ce qui est important à comprendre là, c'est que ce sont des ressources qui ne sont pas infinies. À un moment, elles vont s'épuiser et on parle d'épuisement de ressources. Parmi ces ressources, c'est de l'argent, de l'or, du plomb, du cuivre. Et certaines, dans les estimations et les statistiques, sont finies à partir de presque 2030. Et donc, on extrait ces ressources-là dans des mines de terres rares. Et donc, dans ces mines-là, ça émet des déchets toxiques dans lesquels travaillent des enfants aussi exploités qui ont un impact du coup sur leur santé. Et donc, voilà, il y a toute cette partie d'impact aussi sur à la fois l'environnement, mais aussi sur les humains qui travaillent dans ces mines-là d'extraction de ressources. Voilà, c'était mes 4 questions pour introduire un peu l'impact du numérique. Vous l'avez compris, on parle de numérique responsable, mais avant tout, c'est la fabrication des terminaux qui vont avoir un impact le plus important sur l'environnement. Je crois que je vous ai mis un petit aparté sur ces chiffres-là qui sont extraits sur la slide suivante. C'est la fresque de numérique. Je vous encourage à la faire pour prendre un peu plus d'informations sur ces sujets.
J'ai extrait en fait ces chiffres-là de la phrase du numérique qui eux-mêmes extraient des chiffres, des rapports, du Shift Project, du Green IT, d'Info CNRS et d'un quatrième que j'ai oublié, qui permet de, sous un format fresque du climat, de découvrir un petit peu quels sont justement les enjeux du numérique sur l'environnement, avec vraiment la partie pédagogie et atelier d'intelligence collective que vous connaissez si vous connaissez la phrase du climat. Voilà, la parenthèse terminée sur la phrase du numérique. La conclusion de cette partie quiz, c'est de vous dire que le numérique, il n'est donc pas immatériel, que la démarche du numérique responsable, c'est vraiment tendre à concilier transition numérique et transition environnementale. Voilà ce qu'il faut avoir en tête sur le numérique responsable. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur l'usage? Pour vous donner un chiffre et compléter ce que je disais, 80% en fait, de l'impact du numérique parmi l'impact global vient de la fabrication des équipements et les 20% restants viennent de l'usage. Et donc, du coup, comment on fait pour aller construire un site ou un produit numérique sur le web en prenant en compte cette dimension d'éco-conception. C'est ce que je veux vous expliquer un peu ici dans cette deuxième partie pour une mise en pratique. Adopter une démarche d'éco-conception, qu'est-ce que ça veut dire? Avant de vous donner quelques tips pratico-pratiques sur la démarche d'éco-conception, c'est vous remettre un peu en tête qu'est-ce qu'on a besoin lorsqu'on crée un nouveau site ou un nouveau produit web. Et bien, du coup, on va se focaliser sur ces quatre grandes parties. Sur la partie produit site, on va se focaliser quel est le besoin utilisateur, quelles sont les fonctionnalités qu'on a besoin et vraiment essayer de minimiser le nombre de fonctionnalités par rapport à la cible qu'on va avoir. Et donc, ne pas créer la fonctionnalité pour créer la fonctionnalité parce que plus on va avoir de la fonctionnalité, plus ça va être un site ou un produit lourd en ligne qui va consommer beaucoup et du coup, qui va avoir un impact plus important. Et donc, c'est ce qu'on fait avec la partie UX, UX et le design aussi. On va essayer de faire en sorte qu'on réponde au mieux à l'utilisateur, que ce soit le plus accessible possible en termes de navigation et le plus agréable en termes de graphisme sur le design. Ensuite, sur la partie technique aussi, on va prendre en compte du coup la stack technique qu'on va vouloir choisir. Est-ce qu'on va partir sur un développement spécifique? Est-ce qu'on va partir sur des outils existants, lesquels on va choisir? Est-ce qu'on va mettre des modules qu'on va imbriquer entre eux? Et encore une fois, pour répondre aux deux points précédents, les fonctionnalités et l'UX et le design qu'on aura définis ensemble. Et donc, il y a des points d'efficience technique qu'on peut mettre en place dans les conceptions que je vais vous détailler juste après. Et on prend en compte aussi l'hébergement, savoir où est-ce qu'on va héberger notre site ou notre produit une fois qu'il est créé pour pouvoir le mettre en ligne. Alors, dans les détails, sur la slide suivante, voilà, qu'est-ce qu'on peut regarder ou à quoi on peut faire attention quand on veut adopter une démarche d'éco-conception dans la construction de notre site web, par exemple, ou dans notre marketplace. Si je reprends l'exemple de la belle Marie tout à l'heure. C'est penser donc produit, fonctionnalité, less is more, encore une fois, ne pas mettre des fonctionnalités qui sont inutiles. Au niveau du contenu, pensez à la pertinence du contenu, de ne pas en mettre trop non plus et faire en sorte que ça soit adapté sur mobile. Du coup, s'il y en a trop, que c'est trop long au niveau du contenu, eh bien, du coup, on ne lit pas de toute manière. Et en plus, c'est moins adapté au mobile. Et en plus, si c'est adapté au mobile, ce sera encore mieux référencé. Donc, c'est tout gagnant pour vous. On va aussi éviter, en termes de produits de site, pour éviter d'alourdir le produit, de mettre des vidéos et de mettre des autoplays sur les vidéos. Ce que j'aurais pu vous poser comme question aussi tout à l'heure, c'est de vous dire combien quelle est la part de la consommation de la vidéo sur Internet en ligne. C'est 80% de la consommation d'Internet, c'est de la vidéo. Donc, c'est ce qui consomme le plus, c'est énorme. Et donc, du coup, essayons de limiter le nombre de vidéos et dans tous les cas, ne pas mettre d'autoplay. La personne qui veut voir les vidéos, elle clique sur le lien, elle est redirigée vers la vidéo, elle la regarde si elle a envie. Évitons de mettre des composants lourds ou des plugins riches qui proposent 25 000 fonctionnalités et dont on va utiliser que 3%. L'analytics aussi, à faire attention, parce que l'analytics, il y a des grosses plateformes comme Google Analytics ou d'autres, mais qui permettent de traquer plein de choses. En fait, on n'a pas envie de tout traquer. Ça ne sert à rien de tout traquer, parce que tout traquer, ça veut dire suivre aussi le parcours utilisateur et donc, du coup, essayer de faire des requêtes au nombre de tracking, au nombre de visites sur chaque clic. Et donc, du coup, chaque requête consomme et donc ne vous permet pas d'avoir un impact le plus limité possible. Voilà, limiter les services tiers. Ne pas avoir stocké minima les données personnelles. Et donc là, on va parler RGPD, mais ce n'est pas le sujet du moment. Ne pas en mettre trop de contenu. Ça, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure avec le contenu tout à l'heure. Sur la partie UX design, il y a aussi des efforts qu'on peut faire en termes d'éco-conception.
sur beaucoup de choses. Dans un premier temps, ce qui va être lié aussi aux fonctionnalités minimum, c'est de mettre des parcours vraiment simples avec une navigation assez fluide et pas mettre 10 000 liens de navigation sur la même page. Essayer de mettre le moins de pages possible aussi, parce que dès qu'on va chercher une nouvelle page, ça va faire des requêtes supplémentaires et donc consommer encore plus sur votre site. Essayer d'intégrer aussi un design minimaliste. Dans le design minimaliste, il y a la partie aussi fonte avec des polices, d'essayer de mettre des polices système pour qu'ils soient lus par tout navigateur et d'éviter de charger des polices spécifiques, où donc on va être obligé de charger à chaque redémarrage du site ou chaque ouverture de navigateur. Il y a des choses que je n'ai pas mis, mais je pense que je l'ai dit tout à l'heure, c'est les images. Éviter de mettre des images trop lourdes. On n'a pas besoin sur un site web qui est vu sur un écran de 13 ou 15 pouces, encore moins sur un téléphone plus petit, d'avoir une image de 10 mégas en qualité Super HD. Ça ne sert à rien et ça pèse beaucoup plus lourd sur le site, donc plus longtemps à charger, plus de requêtes, plus d'impact. Et puis, on a quelques petits tips sur le scroll infini, éviter les animations, le mode sombre qui peut éviter de consommer trop si on a trop de couleurs et trop de blanc. Sur les images, je vous ai mis ici le tips d'utiliser les images vectorielles qui sont en général beaucoup plus légers et qui s'adaptent aussi sur mobile facilement. Voilà, sur les deux autres parties, sur la slide suivante, c'est l'efficience technique. Là, c'est un peu plus technique. Quelques petits tips, vous aurez les détails dans la présentation aussi. Je pense que je ne vais pas rentrer dans le technique ici, mais sachez que aussi, si vous avez un développeur, vous êtes accompagné par quelqu'un qui vous développe votre produit ou votre site, il peut aussi faire des efforts techniques dessus en termes de fichiers de CSS ou JavaScript qui peuvent être regroupés et éviter d'avoir un code trop complet et trop complexe. Il peut aussi favoriser l'usage du cache, adapter le responsive, favoriser le natif aussi, éviter d'avoir des plugins tiers dans tous les sens et des plugins lourds. Donc, tout ça, c'est de l'efficience technique lors de la partie développement. Et ensuite, la dernière partie, c'est l'hébergement. Et en effet, on peut faire attention où est-ce qu'on va héberger notre produit, notre site, sur un hébergement plutôt vert qui est du coup alimenté avec de l'électricité verte et qui évite la climatisation, par exemple. On a un exemple ici, c'est Infomania, qui est un hébergement vert en voie qui a des serveurs en Suisse notamment. Donc, voilà un petit peu pour vous montrer qu'on peut prendre en compte cette dimension d'éco-conception dans tout le cycle de construction d'un produit ou d'un site en ligne, que ce soit dès le début au niveau du cadrage fonctionnel jusqu'à la fin au développement technique et l'hébergement. Voilà un petit peu pour les détails. Je crois que c'était tout sur la… Il y a une question dans le chat, Julien. Alors, on a des questions, allez-y. On a une question. Oui, existe-t-il des normes standards d'éco-conception que l'on peut exiger à un web designer? Alors, tout ce qui va être normes, il y a l'Institut du numérique responsable qui existe, s'appelle l'INR, qui travaille dessus. Ils ont sorti un référentiel il n'y a pas très longtemps, il y a un mois de ça, qui fait des préconisations justement sur toutes ces parties-là, et sur la partie design aussi. Je pourrais vous envoyer le lien si je le retrouve. Je le transmettrai dans tous les cas à Amélia, elle pourra vous le transmettre, je pense. Et donc, pour l'instant, c'est beaucoup de recommandations, mais il n'y a pas de normes en termes de légal pour l'instant, mais il y en a qui travaillent pour faire en sorte que ça devienne des lois obligatoires. Mais en effet, il y a des ressources pour orienter un web designer pour qu'il puisse avoir ça en tête. Ouais. Je peux vous donner un exemple par rapport à tout ce que je viens de dire pour conclure, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions. C'est une association qu'on a accompagnée entre le mois de mars et le mois de mai. Donc, en 2-3 mois, on a accompagné l'association en réfléchissant éco-conception de A à Z sur le projet, dès le démarrage sur le cadrage, quelles sont les fonctionnalités dont on a besoin, quel type d'outils on va utiliser. En fait, on a utilisé un WordPress, que WordPress aussi est très bien pour avoir un back-office déjà en place. Et on a utilisé un thème existant, parce qu'il n'y avait peut-être pas forcément beaucoup d'argent pour se développer un truc spécifique. Et du coup, on a pris un thème le plus léger possible. Et aussi, il y a des choix qu'on peut faire des décisions qu'on peut prendre dans les choix des thèmes pour qu'ils ne soient pas complètement très lourds avec plein de fonctionnalités qu'on ne va pas utiliser. Et ensuite, on a adapté en fonction du design et de la charte de l'association jusqu'à du coup essayer d'optimiser le code derrière qu'on aurait éventuellement ajouté. Et donc, vous pouvez aller voir ce site qui est un exemple, lereses.org, d'une démarche d'accompagnement d'éco-conception de A à Z pour une association. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe du coup la main. Merci Julien. Moi, je vais plutôt parler, nous aussi, chez Sympon Prod, on a
l'éco-conception, c'est une problématique qu'on a à cœur, mais nous, on est plus en termes de responsabilité et d'inclusion, on est plus sur le volet humain et social, comme je vais le montrer dans cette partie. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, il y a peu de gens forcément qui le savent, mais dans le monde du digital, c'est un monde qui est très vaste et il existe en fait de nombreuses manières d'être inclusif et responsable durant la conception d'un outil numérique. Il y a, comme vient de l'expliquer Julien, cette partie d'éco-conception, mais il y a aussi la partie sociale et donc le Simplon. Pour remonter à ça, en fait, moi, je travaille chez Simplon Prod. Mais pour vous expliquer, je vais remonter en fait jusqu'à la maison mère, entre guillemets, qui est Simplon. Simplon, c'est un réseau d'écoles qui délivre des formations au métier du numérique qui sont gratuites et certifiantes. Ces formations, à l'origine, en fait, elles étaient plutôt réservées, destinées en tout cas, aux personnes qui étaient éloignées de l'emploi. Donc là, j'ai mis quelques chiffres. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, on a formé un peu moins de 15 000 personnes. Donc 41% de femmes, parce que quand on parle d'inclusivité chez Simplon, l'égalité femmes-hommes, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Donc vous voyez qu'on n'est pas tout à fait à la parité encore, mais c'est un objectif vers lequel on tend. On est présent dans le monde entier, on a plus de 120 fabriques. On a, comme je le disais, en fait, c'est pour des publics qui étaient éloignés de l'emploi, pour des publics qui sont non diplômés, pour des publics qui sont en réorientation. Donc nous, à ce jour, on a 45% d'apprenants et d'apprenantes qui ont un niveau bac ou infra-bac. Infra-bac, ça veut dire, par exemple, c'est les formations qui commencent à partir de la 3e, donc même avant le bac. Donc on voit qu'on est plutôt sur des profils, sur des juniors, on va dire. Et on a un taux de sortie positive à 66%, c'est-à-dire c'est des personnes qui trouvent un stage ou qui trouvent un emploi à la suite de ces formations-là. Ce que vous pouvez voir sur la carte, c'est que, comme je vous disais, on est présent dans le monde entier, mais on est présent également du coup, dans le Grand Est. Donc on a 7 fabriques dans le Grand Est, on a Metz, Charleville-Mézières, Reims, Strasbourg, Verdun-sur-Meuse et Nancy, qui ont formé aujourd'hui, à ce jour, on est à un peu moins de 100 personnes formées dans ces fabriques-là. Alors, sur le slide suivant, donc comme je vous le disais, à la base, les formations Simplon, elles étaient plutôt réservées aux personnes éloignées de l'emploi, mais en fait, on a développé de plus en plus de programmes qui vont s'adresser à d'autres publics. Et en fait, du coup, là, on a des programmes qui vont être, comme j'expliquais, étant donné que l'égalité femmes-hommes, c'est quelque chose qui est important pour Simplon, on a des programmes qui sont réservés aux femmes. On a le programme, par exemple, RefuGeek, qui est là justement pour les personnes réfugiées. On a des programmes pour les personnes en situation de handicap, parce que l'accessibilité numérique, alors là, accessibilité, moi, je ne parle pas en termes de moyens ou en termes de couverture Internet, moi, je parle vraiment en termes pour les personnes en situation de handicap. Donc, chez nous, on a des personnes qui sont… nous, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'on est tous les employés en fait, de Simplon Prod, on a la certification Opquast, qui est en fait les bonnes pratiques du bon développement web, entre guillemets, et qui met un peu les bases justement de l'accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap. On a chez nous également des personnes qui sont référentes à ce niveau-là. Donc, c'est des personnes qui vont intervenir sur les projets sur lesquels en fait, la structure qu'on accompagne nous a dit nous, on veut que le site soit accessible pour les personnes en situation de handicap. Si je vous prends un exemple très concret, moi, je travaille avec une association qui s'appelle Humaine. Et en fait, le but de cette association, c'est de promouvoir la pratique des sports en montagne pour les personnes en situation de handicap. Donc, pour eux, forcément, ça fait sens que leur site Internet soit adapté à ce public-là. Et donc, c'est un travail qu'on fait ensemble, main dans la main. Par exemple, on a mis sur leur site Internet un lecteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, pour les personnes qui sont malvoyantes et qui ont un lecteur d'écran sur leur ordinateur, le site est fait de manière à ce que le lecteur d'écran puisse lire au mieux le site Internet. On travaille également en fait, dans notre écosystème très proche avec un acteur qui s'appelle Numériquea, qui est une entreprise adaptée. Donc, ça veut dire qu'eux, ils ont 99% en fait, de leurs employés qui sont des personnes en situation de handicap et qui se spécialisent du coup sur cette problématique-là. Donc, si on passe à la slide suivante, en fait, là, du coup, je vous ai beaucoup parlé de comme je le disais, la maison mère,
qui est Simplon. Et nous, en fait, on est Simplon Prod. C'est Simplon Prod, on est l'agence web solidaire de la maison Simplon. Et alors, en fait, nous, on va s'appuyer sur notre activité, comme je le dis souvent, elle se base sur 2 volets. Le premier, c'est le même que Simplon, c'est la réinsertion professionnelle via les métiers du numérique. Alors, qu'est-ce que ça prend comme forme concrètement? C'est-à-dire que nous, en fait, on est une quarantaine de personnes. Aujourd'hui. En fait, à peu près la moitié de ces personnes-là sont des personnes qui sont issues de ces formations-là, donc qui sortent comme des programmes, soit pour des programmes pour femmes, soit pour des personnes qui étaient éloignées de l'emploi. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, ça va être en fait aider les structures de l'ESS principalement, donc de l'économie sociale et solidaire, à se digitaliser. En fait, nous, on va dire qu'entre 70 et 80% de notre activité sont faites en fait plutôt avec des associations ou des entreprises qui ont plutôt sur ce qu'on appelle des projets à impact. Et ce cas, c'est que c'est 80% de notre activité. Et nous, on essaie, même dans les 20% qui restent, on essaie quand même de travailler avec des acteurs avec lesquels on a un peu une synergie de valeurs. Parce que le but, c'est pas forcément d'aller bosser pour l'armement ou ce genre de choses. On reste dans l'économie un peu sociale et solidaire. Alors pourquoi pourquoi on pourrait se dire mais pourquoi uniquement la moitié des employés et pas la totalité? C'est parce qu'en fait les formations Simplon sont des formations qui sont certifiantes, oui, mais qui sont courtes, parce que comme je vous le disais, le métier c'est c'est la réinsertion professionnelle. Donc le but c'est pas de faire 8 années d'études, le but c'est d'être rapidement réinséré sur le marché du travail. Et donc, en fait, c'est des formations assez courtes. Donc, on a affaire à des profils qui sont assez juniors. Et donc, le but, justement, c'est de les entourer, c'est de les encadrer avec des profils qui vont être plus capés, qui vont être plus expérimentés et qui vont pouvoir permettre justement à ces profils juniors de monter en compétences et dans un futur plus ou moins proche, peut-être devenir justement les développeurs, directeurs techniques. Mais le but, du coup, c'est d'encadrer ces ressources-là pour pas qu'elles soient livrées à elles-mêmes. Voilà. Et du coup, moi, je vais reparler un peu plus tard plutôt sur l'aspect financement. Mais là, je vais laisser Agathe parler plutôt du côté label touche. Merci beaucoup, Guillaume. Du coup, pour revenir un peu sur ce qu'a dit Guillaume et aussi Mathilde en première partie par rapport à la marketplace, c'est vrai qu'on se rend compte que les métiers du numérique, c'est un secteur qui recrute et qu'aujourd'hui, 83% des professionnels du numérique sont des diplômés du supérieur. C'est à partir de ce constat-là qu'on a aussi décidé d'œuvrer dans ce sens pour l'insertion et le numérique. Et donc, Label Emmaüs, au-delà de cette marketplace solidaire donc de second emploi, a décidé de mettre en place une école pour former les personnes du coup éloignées de l'emploi au métier du numérique sur le volet plutôt e-commerce. Parce qu'il y a la conception du site internet, mais autour, il y a toute la partie logistique. Quand on met un produit en ligne, comme l'a dit Mathilde, c'est un vrai métier. Donc, la Belle École est née en 2019 avec 2 modèles de formation. La préparation au métier du digital, qui est une formation de 1 mois, qui permet de justement découvrir tous ces métiers qui gravitent autour du e-commerce et du digital, web marketing, web design, la logistique, et une formation chef de projet e-commerce qui dure 3 mois et qui est certifiante et gratuite, où là, les personnes vont avoir un projet personnel ou qu'elles vont mettre en place à travers la réalisation d'un site vitrine ou e-commerce, et par la suite avec un stage ou un emploi. Et je reviendrai sur les chiffres juste après. C'est des formations qui sont animées par des formateurs bénévoles issus du monde de l'entreprise. C'est un atout important parce que c'est des personnes qui ont justement cette réalité du monde de l'entreprise et au-delà des hard skills qu'elles inculquent aux personnes, il y a toute la partie aussi soft skills où les apprenants ont aussi des cours sur l'apprentissage de savoir-être. Donc, il y a le volet savoir-faire et savoir-être. Donc, on a différents partenaires comme Mano Mano, PrestaShop, qui est justement référencé dans le monde du e-commerce et la vente en ligne. C'est Discount. Et du coup, c'est une école qui a formé plus de 122 apprenants depuis 2019, avec 79% de sorties positives. Donc, qu'est-ce qu'on entend par sortie positive ? On entend un retour à l'emploi, donc avec un stage, un CDD de plus de 6 mois ou un CDI. 30% des personnes accueillies s'insèrent au sein du monde professionnel, au sein de la Belle École.
C'est aussi la création de sa propre activité, sachant que chaque personne travaille sur des cas concrets, leurs cas concrets. On voit que 27% à la suite de cette formation créent leur propre activité ou au moins le statut d'auto-entrepreneur pour se lancer dans un second temps en auto-entrepreneur ou la poursuite d'études avec une inscription à une formation qualifiante pour 43% d'entre eux. Il est important de revenir sur la sortie positive qui est le retour à l'emploi, parce que certes, il y a un bon taux de réussite sur le volet stage, mais on a pu constater que beaucoup d'entreprises demandent une première expérience professionnelle, qui est le cas d'ailleurs, même si on a fait 5, 6, 7 ans d'études, on demande souvent aux personnes de justifier de première expérience concrète et professionnelle. C'est pour ça qu'on a voulu lancer donc Label Touche, et on y arrive enfin à l'agence inclusive et digitale de Label Emmaüs. Label Touche, c'est du coup une agence digitale et inclusive qui accueille des personnes, donc des anciens apprenants de Label École, au sein de cette agence pour les faire monter en compétences, pour qu'ils puissent justifier d'une première expérience professionnelle et enfin s'insérer à la suite dans une agence ou une entreprise en lien avec le numérique. Donc, on est tout nouveau, on s'est lancé en 2021, donc en septembre. Aujourd'hui, on a recruté 2 personnes de Label École, avec moi en chef de projet digital et Grégoire Livins qui est responsable de Label École et de Label Touche. Et on a 2 offres principales qui est la création de sites web avec une expertise particulière sur le web design. Donc, on en a parlé plus récemment, juste avant, mais donc sur le volet UX et UI. C'est des sites qui sont sur mesure et qui vont permettre justement de répondre à une demande spécifique qui est par exemple la mise en ligne de vente d'objets ou la mise en place d'un site vitrine pour mettre en lumière son activité. On accompagne majoritairement des entrepreneurs et des libéraux ou des associations de l'ESS, forte de notre propre réseau en fait en tant que coopérative, puisqu'on connaît en fait les enjeux qu'il y a derrière justement sur la logistique, le paiement en ligne, etc. Et l'amélioration de site internet sur tout ce qui va être référencement SEO pour remonter dans les recherches Google ou par exemple l'intégration de contenu sur des personnes qui n'auraient pas le temps de le faire eux-mêmes, puisque c'est vrai que c'est, comme on l'a dit, un vrai métier et qu'il faut derrière aussi du temps pour pouvoir gérer un site internet. Pour revenir rapidement sur la création de site internet, je veux bien qu'on passe à la slide juste d'après. Donc, là, notre offre création de site internet sur mesure, elle permet d'avoir justement d'abord des maquettes qu'on peut visualiser en ligne avant de la mettre en production pour pouvoir convenir exactement aux besoins sur mesure de chaque client. C'était un design et une charte graphique qui est personnalisée en fonction de la personne qu'on a. On travaille vraiment en co-construction pour 2 raisons. D'abord, pour justement bien comprendre les besoins de nos clients, mais aussi pour pouvoir favoriser la rencontre entre nos salariés en insertion et nos propres clients qui par la suite pourraient recruter justement nos profils en insertion, et ce qui permet du coup aux personnes de l'agence de pouvoir se projeter dans la réalité du monde de l'entreprise et du monde des clients pour lesquels elles travaillent. Et on travaille sur des outils, donc comme en a parlé Julien, on va travailler sur des outils qui sont plutôt faciles à prendre en main. En tout cas, une fois que c'est mis en ligne, on va travailler notamment avec WordPress ou PrestaShop qui permet justement de pouvoir intégrer soi-même ses produits, mettre du contenu régulièrement à jour, etc. Accompagné aussi par l'agence sur une maintenance régulière. Et l'idée, c'est aussi, comme je le disais, de s'engager pour l'insertion par rapport à nos clients pour qu'il y ait vraiment cette rencontre qui soit faite entre personnes éloignées d'emploi et les personnes qui souhaitent leur site internet. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Et on peut passer à la slide suivante, du coup, je pense. Je pense qu'on a Thomas qui va témoigner et qui va nous présenter un GCAP. Oui, le temps que je remette le micro, Parfait. effectivement. Oui, donc moi, je viens ici pour témoigner d'une expérience personnelle, en fait, en tant que gérant d'une entreprise adaptée qui travaille dans le numérique depuis plus de 15 ans maintenant. Donc nous, on est basé sur Metz et ça fait donc 15 ans qu'on commercialise du service numérique principalement aux entreprises. Et donc, on avait fait le choix, dès le lancement de l'entreprise, de ne faire travailler que des personnes reconnues travailleurs handicapés. L'idée de départ, c'était de dire que le support hotline, tout ce qui est helpdesk, finalement, est parfaitement adapté à des personnes à mobilité réduite. Bon, confronté à la réalité du handicap, j'ai vite vu qu'il y avait 3% de personnes reconnues
reconnu travailleur handicapé qui était en fauteuil. Le reste, c'est d'autres types de handicap. Mais l'idée était lancée et finalement, on est dans le numérique, dans une activité qui se prête assez bien à pas mal de handicaps, dont les handicaps psy. C'est-à-dire que traditionnellement, les entreprises adaptées, qui étaient anciennement des ateliers protégés, c'était de l'espace vert, de la blanchisserie, des choses comme ça. Il y avait quelques expériences en secrétariat, mais on ne débordait pas trop d'activités physiques et répétitives. Et finalement, ce que moi je vois dans le numérique, c'est que c'est largement accessible à pas mal de personnes. Alors, on parlait notamment, Agathe, tout à l'heure, que le niveau d'études pour accéder à des métiers du numérique était quand même assez élevé. Et c'est vrai dans la plupart des cas. Par contre, on a quelques niches, on a quelques activités qui sont tout à fait adaptées à des personnes avec des niveaux d'études un peu plus bas, un peu plus faibles et des handicaps psychologiques. Je pense en particulier à de l'exploitation, à des tâches répétitives où tous les jours, il faut aller vérifier que les sauvegardes d'un client sont bien faites, aller cliquer sur un portail pour voir qu'il n'y a pas eu de virus qui sont apparus sur le réseau, etc. Ce sont des tâches qui, pour vous et moi, je pense au bout d'un moment, vous fatigueraient. Et par contre, vous avez des personnes qui ne dévient pas de ce genre de tâches quand on leur confie et qui sont finalement des très bons suiveurs et lanceurs d'alerte. Par contre, ça demande de travailler sur le long terme, ça demande de bien identifier aussi quel est le handicap de la personne avant de les mettre sur ces missions. Hein, vous avez parlé beaucoup d'entreprises d'insertion et Emmaüs est un très bon exemple d'entreprise d'insertion. Dans les métiers du numérique et l'entreprise adaptée, par contre, moi j'ai beaucoup de mal à avoir des gens sur très peu de temps. C'est-à-dire que l'idée est vraiment de travailler sur le long terme, le temps de comprendre les forces et les faiblesses des uns et des autres, et aussi de monter en compétences. Parce que quand j'en discute avec des chefs d'entreprise du numérique, on va dire conventionnel, il est déjà compliqué d'avoir des gens qui sont formés à vos métiers spécifiques. Si on rajoute du handicap par-dessus, ça prend encore plus de temps. On a par contre de très belles réussites et le fait qu'on ait réussi à faire ça depuis 15 ans, que quasiment tous les ans on embauche une personne en plus, prouve que c'est tout à fait possible et réalisable. Alors, par rapport au numérique, nous, ce qu'on a fait chez Ingecap aussi, c'est comme on est déjà une entreprise qui est déjà assez technique, c'est que dès la création de l'entreprise, on a ouvert la possibilité de travailler à des personnes qui n'étaient pas capables de se déplacer. Vous avez des types de handicap où les personnes sont sur des handicaps nerveux, des choses comme ça, et ne peuvent pas prendre les transports ou encore moins conduire une voiture pour aller travailler. Par contre, elles sont tout à fait à même de rester à domicile et de gérer, on va dire, leur handicap tranquillement à la maison. Par contre, ça nécessite de faire du télétravail. Donc, nous, c'est des choses qu'on fait depuis 15 ans. Je pense notamment à une activité qu'on a de frappe de compte rendu médicaux à distance, où en fait on prend en charge des clients qui sont dans des cabinets de centre-ville, des hôpitaux, des choses comme ça, où des médecins dictent des comptes rendus et des personnes en télétravail arrivent à les frapper en temps réel, en toute confidentialité et comme s'ils étaient finalement branchés sur le système d'information du client. Voilà ce que je voulais vous dire sur le travail que fait Ingecap depuis un certain moment en termes de services rendus aux entreprises. Et je voulais aussi vous parler aujourd'hui d'une nouvelle offre qu'on va lancer. C'est donc, comme on travaille nous sur des réseaux d'entreprises, des interconnexions de réseaux d'entreprises, on a été de plus en plus amené à finalement créer des interconnexions réseau, des VPN, des choses comme ça. Et donc, on va lancer en décembre là, une offre de box Internet, donc basée sur les mêmes technologies que celles qu'on trouve chez les particuliers et les petites entreprises. Donc, c'est ce qu'on appelle de la FTTH, Fiber to the Home.
Et donc, à partir de là, on a voulu faire ça dans l'esprit d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc, on s'est posé des questions, notamment en termes de bilan carbone, un peu sensibilisé au fait de ce qui nous a été exposé aujourd'hui, qu'on avait un bilan carbone dans le numérique qui n'était pas très bon. Donc, en essayant de trouver avec nous des partenaires qui vont compenser au niveau carbone les consommations qui sont générées sur les réseaux. Alors, on a réussi à le faire pour le moment avec tout ce qui est les liens 4G. Pour les liens fibres qu'on va acheter au départ, hein, parce qu'effectivement, pour opérer des liens fibres, vous êtes ce qu'on appelle un opérateur virtuel et vous vous basez sur des réseaux existants. Et les réseaux existants, vous ne sortez pas de Orange, SFR, Bouygues. Et donc, ces gens-là n'ont pas forcément la fibre écologique en eux. Donc, par contre, ce qui est en réflexion chez nous, c'est de compenser au niveau carbone et de s'inscrire dans des démarches éco-responsables pour faire nous-mêmes une compensation de ce qu'on peut générer par le trafic qui irait sur nos réseaux. Et donc, l'offre BEST qu'on va développer, hein, comme la box de l'économie sociale et solidaire dans le Grand Est, va être basée sur des fibres optiques d'opérateurs qui seront par contre opérés, exploités et maintenus par le personnel d'Ingecap. Donc derrière, vous aurez 100% des personnes qui vont s'occuper du service, qui seront reconnus travailleurs handicapés. C'est aussi une possibilité pour nous de reclasser. Je vous ai parlé tout à l'heure de frappe de compte-rendu médical. C'est une activité qui est en forte baisse depuis quelques années chez nous, hein, puisque les systèmes de reconnaissance vocale sont en train de tuer le métier. Mais bon, voilà, donc nécessaire évolution. Donc, c'est poser la question finalement de reclasser des personnes qui faisaient du compte-rendu médical. Et donc, partant de là, derrière en fait une vente de fibre optique, vous avez du support aux utilisateurs, vous avez des demandes d'éligibilité de ligne, vous avez des incidents sur fibre qu'il faut suivre auprès des opérateurs en disant je déclare qu'un lien est coupé, je vais suivre si le technicien est bien intervenu, est-ce qu'il y a une résolution, rappeler le client pour lui demander si son lien effectivement est bien remonté, etc. Donc tout un travail un peu récurrent et de back-office qui est tout à fait accessible aux personnes qu'on fait travailler actuellement chez Ingecap. Donc voilà, c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc dire que le numérique est accessible aux travailleurs handicapés, avec mon grand cheval de bataille, moi, dans ce domaine-là, c'est de dire que faire de l'insertion, comme ça nous est demandé de plus en plus hein, par les directs, les DETS, etc., de prendre des personnes, de les former et de les remettre dans le milieu ordinaire. Les entreprises adaptées sont de plus en plus qualifiées de trappes à personnes handicapées, et on nous fait le procès de nous dire oui, mais vous employez des gens, mais vous les gardez et vous ne les lâchez pas dans le milieu ordinaire. Et ce discours, pour moi, est un peu dérangeant parce que si les personnes sont en entreprise adaptée, c'est parce qu'elles ont un handicap et que le handicap ne s'en va pas forcément avec le temps. Le handicap, ce n'est pas forcément quelque chose qui va s'estomper. Des handicaps psychologiques ou un handicap physique, ça se voit clairement. Quelqu'un qui est en fauteuil restera en fauteuil toute sa vie. Et sur les handicaps psychologiques, c'est la même chose. Donc, on arrive à adapter des missions dans le domaine du numérique à des personnes qui ont des handicaps assez lourds. Par contre, il n'est pas sûr que la patience et l'adaptabilité dont on fait preuve, nous, soient la même dans le milieu ordinaire. Voilà pour un petit retour d'expérience de 15 ans de faire de l'économie sociale et solidaire dans le numérique avec des personnes handicapées. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Thomas. Je crois que si on a une question, c'est Agathe. Alors, oui, Agathe, est-ce que vous formez, inspirez d'autres entreprises à s'adapter à ces profils justement? Oui, on a aussi des personnes qui vont en clientèle. Hein, on a des collaborateurs qui vont en clientèle. C'est des fois un peu compliqué. Il faut bien borner les choses. J'ai très peu d'expérience de sortie du milieu adapté pour retourner vers le milieu ordinaire.
Après, je milite, je prêche la bonne parole. Autour de moi, dans les clients avec qui je travaille au long terme, certains font la démarche de ne pas avoir que recours à la sous-traitance, mais aussi embaucher, faire reconnaître des personnes, maintien dans l'emploi de personnes reconnues travailleurs handicapés. Ce sont des dossiers au long terme. La vision du monde du handicap est quand même pas très bonne je dirais, par les entreprises et aussi par Pôle emploi. J'ai été plusieurs fois surpris de voir que des conseillers Pôle emploi disent aux gens ne parlez pas de votre handicap, n'indiquez pas en entretien d'embauche que vous êtes reconnu travailleur handicapé. Ce qui pour moi est une bêtise, puisqu'on est tous assujettis en tant qu'entrepreneur de plus de 15 ou 20 salariés à une obligation d'embauche de 6% de travailleurs handicapés. Donc, n'importe quel responsable RH ne peut être que sensibilisé au fait d'accueillir une personne reconnue handicapée. Et ce qu'on voit bien souvent, c'est que le frein vient parfois des salariés qui se disent si je dis que je suis handicapé, on va me coller une étiquette, ou de quelqu'un qui est fragile, qui va être souvent en arrêt de travail ou qui n'a pas toutes ses compétences intellectuelles. Donc ça, c'est des fois ancré dans la tête des personnes, et je vous dis aussi des fois dans la tête des conseillers Pôle emploi, alors que finalement, on a aussi de belles réussites de personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés dans le milieu ordinaire. Merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant. Passionnant vraiment votre témoignage et le retour d'expérience que vous faites là. On a juste un tout petit peu de retard, mais on va quand même passer à la dernière partie de cette présentation sur justement le financement de projets numériques, et je relaisse la main. Oui, ça marche, c'est moi qui vais prendre la suite. Du coup, merci Thomas pour le témoignage, c'est vrai que c'était super intéressant et super concret. Donc nous, comme on essaie en fait de montrer depuis le début de la présentation, que ce soit Agathe, Julien ou Thomas et moi, en fait, c'est de vous montrer que dans le numérique, en fait, il y a plein de façons d'être responsable, il y a plein de façons d'être inclusif, que ce soit par exemple quand vous concevez le site, ou que ce soit par exemple avec l'offre de box de Thomas, il y a vraiment une multitude de façons d'être plus responsable dans sa pratique numérique. Et il y a aussi une diversité en termes de financement. Donc là, c'est ce qu'on va voir ensemble. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché-là, et chaque acteur en fait a ses petites spécificités. Julien en parlera un peu plus tout à l'heure. Nous, par exemple, avec Simplon Prod et Atom, on fait partie d'une coalition qui s'appelle la coalition Tech for Good, qui est du coup qui a le même credo du numérique responsable, et chaque acteur à ce niveau-là un peu, on va dire, ses spécificités quant au financement des projets qui prennent sous leurs ailes. Alors pour mon cas, nous, pour vous donner un exemple très concret, sur la slide suivante, ce qu'on peut voir, c'est le programme DigitoSS. Alors ça, c'est un programme qu'on fait chez Simplon Prod depuis un peu plus de 3 ans, qui est en partenariat en fait avec AG2R La Mondiale. C'est un programme en fait où en fait AG2R va se proposer de cofinancer des projets numériques. Ça peut aller on va dire, pour passer du moins au plus compliqué. Ça peut être dans un premier temps juste ce qu'on appelle un diagnostic numérique, c'est-à-dire qu'on va faire un état des lieux de ce que la structure est déjà en place. On va lui faire des préconisations sur 1, 2, 3 ans pour lui dire comment nous on voit votre évolution, ce qu'on vous conseille de faire. Donc ça, c'est ce qui est le plus léger. Ensuite, on peut faire sur des cadrages, parce que peut-être que vous avez déjà une idée d'un projet numérique, peut-être que vous avez déjà un besoin, peut-être que vous avez déjà même un cahier des charges. Et donc là, on va partir plutôt sur une phase de cadrage où on va parler des fonctionnalités, savoir ce qu'on va mettre en place, comment on va répondre à votre besoin. Et on peut aller en fait jusqu'à le développement de votre outil. Et en fait, comme je le disais, AG2R peut se proposer de cofinancer ces projets-là. Donc vous, ça peut aller en fait, selon l'accompagnement qui est préconisé, ça peut varier entre 25 voire même 100% si on parle d'un diagnostic, par exemple. Ça veut dire que du coup, le diagnostic est complètement gratuit pour la structure bénéficiaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être sympa à avoir en tête surtout quand on est dans le niveau quand on est dans le secteur de l'ESS. On sait que du coup le financement, qui est déjà le nerf de la guerre dans tous les secteurs, l'est encore plus dans l'ESS. Donc si on peut voir sur le slide suivant, c'est ce que je vous disais, hein, là j'ai juste mis quelques exemples de structures qu'on a accompagnées. C'est sur des projets qui peuvent vraiment être très variés. Ça peut être des applications, des outils métiers, des sites vitrines. Il y a même un petit peu de e-commerce aussi. Donc là, jusqu'à présent, c'était alors, je me permets de préciser, pour les personnes qui pourraient être intéressées par ce programme-là,
c'est que pour la prochaine édition, donc celle qui commence tout de suite, là, ce mois-ci, en fait, c'est que AG2R Mondial a décidé comme thématique de se concentrer, en fait, vu tout ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, de se concentrer sur la thématique de l'aide aux aidants. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le programme qui va arriver, sur l'année qui va arriver, AG2R a décidé de se focus, en fait, sur ce secteur-là. Et donc, nous, voilà, j'ai hâte de voir ça, parce que moi aussi, je trouve que c'est un secteur super intéressant. Et donc, on va se concentrer plutôt sur ce type de structure-là. Donc ça, c'était pour le programme Digito SS, qui peut être du coup une solution de financement si vous rentrez dans les critères de ce programme-là. Sur la slide suivante, on peut voir, là c'est encore un exemple, je ne voudrais pas avoir l'air du gros commercial un peu lourd qui montre toutes ces offres, mais c'est juste pour vous montrer encore une fois que énormément de choses existent dans ce niveau-là. Et moi, parce que ça me fait en cœur à chaque fois en fait, que je vois des personnes, des associations de l'ESS et qui me disent bah oui, mais moi j'ai déjà fait mon site ou j'ai déjà fait mon CRM il y a 2 mois. Avec une agence entre guillemets lambda, avec laquelle on n'a pas vraiment de synergie de valeur, mais si on avait eu connaissance de vous avant, eh ben, on aurait pu le faire ensemble, et là, ça aurait fait plus de sens. Enfin, moi, ça me fait plaisir d'accompagner un projet à impact, et forcément, les structures à impact, ça fait plus de sens de leur côté aussi de se faire accompagner par une agence web solidaire. Donc, le but, c'est vraiment de se faire connaître. Et donc, par exemple, nous, là, ce qu'on a mis en place depuis quelques temps, c'est ce qu'on appelle une offre d'entrée. Donc, c'est une offre qui a été créée en fait pour répondre à plusieurs points et plusieurs objections qu'on avait. Donc, c'est tout simplement, évidemment, à chaque fois le prix. Encore une fois, encore plus dans le SS, on sait qu'on a ce facteur-là qui revient et qui revient tout en haut de la liste en général. Il y a le manque de connaissances techniques aussi, parce qu'on a affaire à des structures qui sont assez jeunes et qui n'ont pas forcément toutes les billes côté technique pour vraiment formaliser leurs besoins et qui ont vraiment besoin d'être accompagnés. Nous, ce qu'on a proposé de faire, par exemple, c'est de faire un cahier des charges. En fait, notre cahier des charges, c'est un cahier des charges simplifié, c'est un Google Form, en fait, tout simplement. Tout simplement, la structure peut aller remplir le Google Form et, entre guillemets, ça va lui générer son cahier des charges. Donc, le but, ça a vraiment été de simplifier cette démarche-là. Ensuite, on a aussi de la rapidité. Ça, comme dans tous les secteurs, à chaque fois, on veut un site pour avant-hier. Donc, le but, ça a été justement de répondre à ce besoin-là. L'offre d'entrée, elle est disponible en 1 mois. Donc, ça, ce problème-là, c'est réglé. Et le but, comme je disais aussi, c'est d'activer cette synergie de valeurs-là en proposant une offre qui soit adaptée aux structures de l'ESS que nous, on cherche justement du coup à accompagner le plus possible. Donc, encore une fois, tout ça, le but de cette présentation, c'était, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, Agathe, Julien, Amélia, mais pour moi, c'était vraiment de vous montrer la diversité de tout ce qui est possible de faire dans le numérique, mais en étant responsable, en étant inclusif. Donc vraiment, il faut savoir qu'énormément de services différents existent et avec énormément de possibilités de financement différents. Donc vraiment, n'hésitez pas à chercher de votre côté pour trouver le partenaire qui répond au mieux aux critères que vous êtes fixés, parce que tout le monde n'a pas les mêmes critères. Si votre critère, c'est absolument une agence solidaire, si c'est absolument une agence qui va faire en médecin de compétences ou qui va faire de l'accessibilité numérique, de l'éco-conception, tout ça, ça existe, il suffit de le chercher. Voilà. Et du coup, je vais passer la main à Julien pour finir. Pour conclure, merci Guillaume. Pour conclure, tu en as déjà parlé très rapidement, donc du coup, je ne vais pas en rappeler plus que ça sur la coalition. Simplement, je voulais rebondir sur le fait que tu parlais de cahier des charges. Ne vous en faites pas une montagne de cahier des charges. Moi, je déteste ce mot parce que ça veut dire plein de choses et rien à la fois. Venez avec votre besoin. Il peut être formalisé de plein de manières différentes. Guillaume parlait de cadrer ça dans un formulaire Google. Ça peut être dans une présentation, ça peut être un document, ça peut être des dessins sur du papier. Venez avec votre besoin formalisé tel que vous l'avez formalisé. Et c'est pas grave. Moi, je préfère dire ça. Et après, si vous ne savez pas justement comment vous y prendre à partir de ça, et bien justement, c'est pour ça qu'on est en train de créer cette coalition, la Tech for Good, où on se structure ensemble. Donc, tous ces membres de la coalition sont ce collectif-là sont des structures qui accompagnent les porteurs de projets à impact, des associations ou autres sur les enjeux du numérique. Et donc, vous voyez quelques logos ici, dont notamment nous qui sommes présents pour aujourd'hui. Et donc, l'idée, restez connectés puisqu'on va sortir du coup une plateforme fin d'année ou au plus tard début d'année prochaine qui va justement récapituler qui fait quoi pour éviter que tout soit perdu, qui fait quoi, vers qui m'orienter en fonction de mon besoin.
Et on va mettre en place un formulaire pour vous orienter et que vous puissiez vous proposer les meilleurs partenaires pour vous accompagner. Puisque du coup, chaque partenaire a ses spécificités. Il y en a, ils sont plus experts sur tel techno. Il y en a, ils ont la prestation de mécénat de compétences, et donc c'est plutôt gratuit pour vous. Il y en a d'autres, c'est de la prestation de service, ça va être payant. Il y en a d'autres qui accompagnent que les associations et d'autres plus que les entreprises. Ça dépend du statut juridique. Et donc voilà, et donc on se structure ensemble pour vous dire qui fait quoi et mieux vous accompagner. Donc ça, restez connectés pour le lancement de cette landing page qui va arriver fin d'année, j'espère. On n'hésitera pas à relayer dès que ça sort. Merci, Ah, Julien. super. Un grand merci en tout cas à toi, Amélia, d'avoir coordonné tout Merci. ça. Bah, je tenais vraiment à vous remercier pour la qualité de vos présentations, de vos retours d'expérience à tous les quatre. C'était vraiment très enrichissant. Voilà, c'est Merci à vous. votre webinaire clôture la première Merci. journée de conférence des 48 heures de l'achat responsable et on continuera à parler d'achat responsable, à présenter vos structures, vos activités et à faire entendre vos messages aussi respectifs à tout l'écosystème. Cool, merci. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à vous.